Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Ultimate Spider-Man. Et aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai le plaisir d'être accompagné par le néophyte des comics que j'accueille sur cette chaîne. Salut néophyte, j'espère que tu vas bien. Salut AG, ça va incroyablement bien. Je suis trop content de faire cette vidéo là. On en parle depuis des jours, des semaines et des semaines. Des mois? Ouais, je crois que ça fait des mois. Ça fait des mois. Donc, trop content d'enfin la faire. Je suis trop hypé, là. C'est vrai que ça fait des mois qu'on en parle et qu'on prévoit cette vidéo. Je suis très content également de te recevoir sur la chaîne. Et on va donc parler d'Ultimate Spider-Man. Alors, ce que je te propose, c'est que je commence par contextualiser un petit peu la création d'Ultimate Spider-Man. Et je te laisse enchaîner par la suite sur le scénario. Et puis, je rebondirai ou non sur tes propos. Et puis, on fera les dessins, les thématiques abordées au sein du récit et la conclusion finale de ce qu'on a pensé du récit. Ça te convient? Ça me convient parfaitement. Abreuve-moi de ton savoir. Eh ben, c'est parti. Donc, Spider-Man a été créé en 1962 par Steve Ditko et Stan Lee et apparaît pour la première fois dans le Amazing Fantasy issue 15. Il arrive en France en 1969 et est adapté sur petit écran en 1970 dans une série, puis dans un film dans lequel il affrontera quelques ninjas avant d'être adapté sur les plus grands écrans par la trilogie de Sam Raimi, puis dans les deux Amazing Spider-Man et enfin sera recruté au sein du MCU. En 2000, Spider-Man a 38 ans. 38 ans de background, 38 ans de continuité, qui laisse peu de place, en fin de compte, aux nouveaux lecteurs. Brian Michael Bendis arrive donc avec une idée, celle d'ouvrir les portes de Spider-Man aux nouveaux lecteurs, en développant un nouveau Spider-Man, dont on suivrait les aventures sur une nouvelle Terre parallèle, qui ne serait pas la Terre principale, la Terre 616, et dans lequel Spider-Man aurait 15 ans, en fin de compte, et serait dans un monde qui serait modernisé puisque le téléphone et Internet existeraient. C'est donc comme ça que naît Ultimate Spider-Man. Ça te convient Léo? J'ai bien résumé? Je pense qu'on est vraiment pas mal, ouais. Ok, bah écoute, est-ce que tu as envie de dire des choses par rapport à ça ou est-ce que tu veux directement enchaîner avec le scénario? Non, je pense que le contexte est incroyable et la meilleure adaptation, tu l'as dit, je pense c'est Spider-Man, la série japonaise. Mouah, incroyable. Le scénario, venons-y, parce que c'est pour ça qu'on achète l'omnibus Spider-Man. Alors, l'omnibus, il est découpé en plusieurs arcs, un peu comme on pourrait le faire dans un manga ou dans plus en plus de comics. Le tout début, c'est évidemment l'origin story de Spider-Man. On nous la re-raconte, et c'est donc l'histoire, vous le savez, de Peter Parker qui va donc se faire mordre par une araignée radioactive, développer des super pouvoirs, et vous connaissez la phrase, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ainsi qu'il va devenir celui qu'on connaît désormais comme Spider-Man, et on va avoir comme ça tous ces nouveaux ennemis qui vont apparaître, et s'enchaîner au fil déjà du premier omnibus. On va avoir pas mal d'ennemis, pour pas tous les citer, on va passer du Bouffon Vert au Caïd, en passant par Kraven, par Electro, Dr. Octopus, Venom, et même un autre Spider-Man, un Spider-Man criminel. Donc c'est vraiment très étoffé. Grosso modo, voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que Spider-Man et Peter Parker vont essayer de cohabiter au sein d'un même corps. Comment est-ce qu'on peut à la fois avoir 15 ans et avoir ses premiers amours, ses premiers jobs, et à la fois devoir se combattre ces super vilains mythiques de l'univers Marvel. Et c'est là-dedans que nous plonge Brian Michael Bendis. Si tu as terminé néophyte, je vais donc rajouter quelque chose qui nous permettra notamment de faire une transition sur les thématiques abordées, puisque selon moi, la justesse de ce récit, c'est surtout la cohérence de cet univers qui se met en place devant nous et prend tout son sens, et surtout la proximité des personnages et du scénario avec les lecteurs. Selon moi, les thématiques abordées dans ce récit sont très intimistes. Je m'explique. Par exemple, Peter Parker a 15 ans. Il est brillant, c'est un jeune collégien, mais pourtant, il tatillonne dans la vie et se cherche. Et en plus, il fait face à un problème majeur, le harcèlement scolaire, dû notamment au capitaine de l'équipe de basket, et non au capitaine de l'équipe de football américain. Alors gros cliché ou pas, on le prend comme on veut, mais selon moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Dans le deuxième arc, Peter Parker fait face donc à ses amourettes, que l'on suit aussi également dans le récit, mais surtout à ses nouveaux pouvoirs, tu l'as dit néophyte, et fait face à ses nouvelles responsabilités,
Et par cette thématique-là, on touche notamment du doigt le passage de l'adolescence à l'âge adulte et donc la maturité. Et puis vient le troisième arc qui continue sur sa lancée avec les problématiques des pouvoirs et des responsabilités, mais aussi nous met face à un Peter Parker beaucoup plus vulnérable et surtout les secrets liés à sa double identité, puisque certains personnages secondaires, pour ne pas vous spoiler, vivent très mal cette double identité, comme certains de nos amis, en fin de compte, pourraient vivre mal les secrets qu'on pourrait leur révéler. Et c'est en ça que pour moi ce récit est juste, c'est parce qu'à l'époque, puisqu'il date de 2000 en fin de compte, eh bien Brian Michael Bendis était précurseur, parce qu'encore aujourd'hui, en 2021, ça marche toujours, ces thématiques-là fonctionnent. Complètement. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est des thématiques qui fonctionnent et qui surtout sont de plus en plus importantes. On parle du harcèlement, je pense qu'à l'époque, c'était un thème, mais surtout une gimmick du personnage qui était violencé et qui d'un coup se révélait beaucoup plus fort que ce qu'il était. C'était plutôt un message d'espoir. Aujourd'hui, le harcèlement, je trouve qu'il a une double lecture parce que c'est vraiment devenu un sujet central de beaucoup de récits. Et le retrouver dans un récit qui a plus de 20 ans aujourd'hui, bah, ça fait vraiment plaisir et on voit que bah, ça a pas d'âge, quoi. Le récit, on peut le lire à toutes les époques et il aura à chaque fois une saveur supplémentaire. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout comme ça, en fait, qu'on se rend compte que le récit est très proche de ses lecteurs. C'est que quand j'ai lu Ultimate Spider-Man, et tu nous diras si ça a été le cas pour toi aussi, mais j'ai vraiment pensé à un moment que ça aurait pu être moi ou n'importe quel lecteur à la place de Peter Parker. Bah, c'est clairement le cas, et c'est de toute manière quelque chose que j'aime dans Spider-Man depuis que j'ai découvert le personnage. C'est que oui, c'est un personnage qui a des super pouvoirs, mais déjà la morsure d'araignée, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme, je sais pas, Hulk qui se retrouve enfermé dans une machine à rayon gamma, où ça pourrait pas nous arriver. La morsure d'araignée, on s'est tous fait mordre par une araignée. Et on s'est tous dit, ah, demain je vais me réveiller, je vais avoir les pouvoirs de Spider-Man. et je trouve qu'en ça, il y a une proximité, tu vois, le gamin qui est presque insupportable au début avant de vivre ce drame, qui d'un coup se révèle être ce super-héros, et on a tous envie d'être un peu spécial comme lui, et je trouve que de toute manière Spider-Man depuis le début, c'est un personnage dans lequel tu peux facilement te reconnaître. Moi en tout cas je m'y reconnais assez facilement, c'est vrai, et c'est comme ça que c'est devenu un de mes personnages préférés, ouais, clairement. Ouais. Et est-ce que tu veux nous parler un peu des personnages, des antagonistes et des personnages secondaires? Ouais, alors, pour moi, les personnages secondaires sont vraiment pas très bien traités. Le personnage principal, Peter Parker, très bien. On prend son temps, on arrive à le développer, on lui crée une vraie profondeur, et ça, c'est vraiment incroyable. Je reviens pas là-dessus. Par contre, les personnages secondaires, que ce soit autant les antagonistes que les secondaires héros, je trouve qu'ils ont vraiment un vrai problème de build-up. C'est-à-dire que on a un omnibus, faut bien sûr se rappeler du format de publication, hein, qui était donc en petit épisode, donc forcément, il fallait donner à manger au lecteur à chaque épisode, et ça fait qu'on a un récit qui prend pas son temps. On va t'introduire un personnage, et tout de suite après, on va te dire à quoi il sert dans l'histoire. Je pense à Eddie Brock, on te l'introduit, et on te dit à quel point il est important, on te le balance à la tête, et tout de suite après, il devient Venom. Et c'est quelque chose qu'on retrouve. Octopus, il a son accident, il devient un méchant. Et je trouve que c'est un peu le souci, c'est-à-dire que les méchants sont méchants pour être méchants, sans beaucoup plus de profondeur. Et en ça, j'ai l'impression de suivre un récit qui est plus fait pour des adolescents. En même temps, on n'est pas loin du public visé. Et je trouve que ça manque un peu de profondeur et que ça manque, ouais, ça prend pas assez son temps là-dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi en voyant Kraven, notamment en espèce de pseudo-star de télé-réalité. Alors, il fait mal. Alors j'ai beaucoup rigolé, hein, bien sûr, au clin d'œil à Crocodile Dundee, mais c'est vrai qu'il prend cher. Docteur Octopus un peu moins, je trouve qu'il est bien traité. Le Bouffon Vert, pas trop, hein. On a un espèce de pseudo Hulk, pseudo King Kong qui va aller de bâtiment en bâtiment. Et puis on a Venom. Alors Venom, j'ai trouvé qu'il était quand même assez bien traité, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y a un véritable problème. Autre problème aussi, je trouve, c'est le personnage de Gwen Stacy que j'ai trouvé, alors pas malaisant, mais insupportable. C'est le genre de personnage que t'as pas forcément envie de voir tout le temps dans le récit, et pourtant il est tout le temps présent. Je sais pas ce que tu en penses.
Je suis complètement d'accord. Alors, à la fois sur Eddie Brock. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion que si on fait un peu d'onomastique, tu sais, c'est l'étude des noms dans les œuvres, je trouve que là, il porte encore mieux son nom, parce que Brock, ça fait penser à Broke, en anglais, qui veut dire donc fauché, et on a vraiment ce personnage qui a tout perdu, et qui d'un coup se retrouve à devenir Venom, et devenir cet antagoniste presque égal à Spider-Man. Là-dessus, je trouve que c'est super bien fait, et encore une fois, c'est parce que le récit prend son temps pour nous l'introduire. Il est là sur plusieurs épisodes, contrairement à d'autres vilains. Et concernant Gwen Stacy, je peux que te rejoindre. Je comprends que Bendis en ait fait un personnage autre, que vraiment il ait pris des libertés là-dessus, parce que Gwen Stacy, Mary Jane, je comprends qu'on doive les différencier. Entre la petite fille sage et au contraire l'ado rebelle. Ouais. Malheureusement, moi non plus, je suis pas très fan du traitement qui lui a été accordé. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on parle des dessins pour continuer ? Eh ben, vas-y, à toi l'honneur. Écoute, selon moi, les dessins de Bagley sont formidables. Je les trouve magnifiques. Les traits remettent bien en valeur l'agilité du personnage de Spider-Man, mais également la lourdeur des coups de certains antagonistes, mais aussi les petits coups rapides que pourrait donner Spider-Man. Je trouve on revoit bien l'émotion de chaque personnage, hein. Vraiment les émotions et les visages sont très très bien dessinés. On a beaucoup de beaux détails dans Ultimate Spider-Man, donc je suis vraiment impressionné par ça, sachant que le dessin voilà, a déjà plus de 20 ans en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Bagley, c'est un dessinateur que je suis un peu, notamment parce qu'il a travaillé sur l'histoire d'une vie, que j'ai laissé juste ici. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup, et surtout, ce que j'aime, c'est que c'est un dessinateur qui sait faire évoluer son trait. Je trouve qu'au début du récit, on a un Peter Parker qui est un peu aléatoire. C'est-à-dire que des fois, on va avoir un super Peter Parker, et des fois, on va avoir un Peter Parker on a l'impression qu'il a un peu 40 ou 45 ans sur certains dessins. Ça peut être assez troublant, mais au fur et à mesure, il arrive à trouver son rythme et à vraiment nous pondre quelque chose de très propre. Là où je te rejoins pas forcément, c'est que j'ai pas retrouvé cette agilité. J'ai retrouvé la lourdeur des coups, ça je suis d'accord. Notamment quand il se frotte au caïd, on a vraiment l'impression qu'il tape dans un mur, et ça j'adore. Par contre, j'ai pas retrouvé cette agilité que je peux lui retrouver dans d'autres récits. J'aime bien un Spider-Man très aérien, qui voltige. Et ça, je l'ai mal retrouvé. Je trouve le traitement des toiles, notamment, assez perturbant, avec ce vert un peu bizarre, je dois dire. Je me suis dit que peut-être ça allait s'améliorer, que voilà, Peter Parker n'avait pas encore trouvé la bonne formule pour avoir les bonnes toiles, etc. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. On reste sur cette toile un peu verdâtre, assez spéciale. Et puis, voilà, je trouve qu'il nous manque quelque chose en tout cas, mais on n'est pas loin d'un bon résultat. J'adore, vraiment j'adore, mais voilà, je vais dire juste les petits points négatifs. Ouais, je suis assez d'accord. Ce que je voulais dire aussi, que je n'ai pas rajouté, c'est qu'effectivement, il y a des dessins en fait qui ne mériteraient de ne pas être forcément accompagnés de texte. Je trouve qu'ils sont vraiment suffisamment beaux et suffisamment éloquents. Sinon, pour parler de l'ensemble du récit de façon plus générale, alors la traduction est un peu vieillotte, hein, il faut se le dire. Et puis, si on compare donc les véritables origines de Spider-Man avec Ultimate Spider-Man, ça diffère quelque peu, mais concrètement, c'est pas vraiment dérangeant. Non, c'est pas dérangeant, sauf sur certains points. Alors, à la fois, je vais avoir des points qui me dérangent. On a parlé de Kraven, je trouve que c'est un vrai problème. Autant le bouffon vert, je trouve que c'est une liberté qu'on peut presque se permettre, se dire que finalement c'est pas une combinaison, c'est pas une armure, mais que c'est vraiment quelque chose de génétique. Pourquoi pas, je peux comprendre la direction, mais Kraven, vraiment, je ne comprends pas. C'est un personnage ultra important dans Spider-Man, et on en fait vraiment le bouffon de l'histoire. Là-dessus, je trouve que vraiment c'est pas très bien géré. Et après, je trouve par contre qu'ils arrivent à en jouer, notamment l'épisode où Mary Jane se fait pousser du pont par le bouffon. C'est évidemment une référence à la mort de Gwen Stacy dans les comics. Et on voit Spider-Man, du coup, qui la rattrape par les pieds, comme il le fait avec Gwen Stacy. Et il fait une tête stupéfaite. Et là, c'est la fin de cet arc. Et moi, j'étais en mode, d'accord, ils ont juste remplacé Gwen Stacy, ça y est, ils ont tué Mary Jane. Au final, pas du tout. Donc, voilà, j'aime le fait qu'il arrive à jouer avec ça, avec cette redéfinition de l'univers. Ouais, il y a plein de petites références comme ça, effectivement. Alors, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on a pensé de l'accessibilité de ce comics pour les néophytes, pour les jeunes lecteurs ou pour ceux qui pourraient hésiter? Alors, je voudrais déjà parler de deux points qui sont pour moi très négatifs. D'une part, c'est le format.
À lire, c'est une horreur. Le volume est beaucoup trop lourd. Alors, vous allez me dire, c'est volumineux. Mais oui, en fait, c'est trop volumineux pour le coup. C'est beaucoup trop volumineux. Et le prix. Le prix est un véritable problème, même si on va me dire que si on compare vis-à-vis de 3 Deluxe, ça se vaut largement. Et je suis d'accord. Mais malgré tout, c'est pas accessible hein, pour un nouveau lecteur. Et qui plus est, peut-être, on pense aux étudiants, notamment. Si on parle plutôt du côté de l'accessibilité de l'histoire et du scénario, je trouve que c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour les néophytes et les nouveaux lecteurs qui souhaiteraient découvrir Spider-Man, parce que selon moi, même si il y a des libertés scénaristiques, même si en fin de compte Ultimate Spider-Man diffère des origines normales, je dirais, de Spider-Man, selon moi, on a quand même de très bonnes bases en reprenant tous les personnages de l'univers de Spider-Man. On l'a dit, Kraven, le Bouffon, le Caïd, qui j'ai oublié, Venom, Eddie Brock forcément, Octopus. Gwen Stacy, Mary Jane, Tante May, Oncle Ben, et puis bien sûr le protagoniste principal, Peter Parker. Donc même si on a envie de découvrir Spider-Man et qu'on passe d'abord par Ultimate Spider-Man, je trouve que c'est presque mieux en fait. Pour moi. Donc oui, ce comics, à mon sens en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses toi Néophyte, mais est accessible. Alors, est-ce qu'il est accessible? Oui. Maintenant, il y a un vrai problème de cible, je trouve. On cible facilement les nouveaux lecteurs, c'est un récit qui est plébiscité pour être une porte d'entrée. Hein, quand il suffit de taper comment commencer Spider-Man et vous verrez que Ultimate Spider-Man revient presque systématiquement. Malheureusement, tu l'as dit, est-ce qu'un nouveau lecteur va avoir envie de mettre 70 € dans son premier livre? Je suis pas sûr. Donc moi là-dessus il y a un vrai souci, effectivement tu l'as dit et je suis totalement d'accord avec toi. Au niveau de l'histoire, tant qu'on comprend qu'on est effectivement dans une terre parallèle, tant qu'on comprend que les événements diffèrent légèrement, je pense qu'on peut se lancer à corps perdu. Maintenant il faut garder ça en tête et il faut comprendre que ça ne sera pas vraiment votre porte de départ sur l'univers 616, que ça sera toujours le même bordel pour entrer dans le 616, et que là, c'est une porte d'entrée dans les comics, et pas dans Terre 616. Tant qu'on arrive à faire cette distinction, je trouve effectivement que c'est une porte d'entrée formidable. Ouais, je suis d'accord. Alors bien sûr, hein, malgré les quelques différences scénaristiques, ça reste du bon comics popcorn, j'ai envie de dire. Bien sûr, il faut comprendre une chose, c'est que si vous vous lancez dans Ultimate Spider-Man, derrière, il y a encore 4 tomes à 70 €. Hein. Tome 2, tome 3, tome 4 et la mort de Spider-Man. Donc c'est assez conséquent en termes d'achat, sachant que, a priori, les omnibus sortiraient tous les 6 mois et que le prochain est pour le mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose vis-à-vis des différences scénaristiques. Je pense que malgré tout, même si vous vous lancez dans Ultimate Spider-Man, eh bien, un Venom, par exemple, de Donny Cates, c'est très accessible. La dernière chasse de Kraven est très accessible. L'histoire d'une vie l'est encore plus qu'elle l'est déjà. C'est vraiment des récits qui seront vraiment accessibles parce que vous aurez plein de références que vous comprendrez en fin de compte. Qu'est-ce que tu en penses, Néo? Ah mais j'étais en train d'embrasser l'histoire d'une vie pendant que tu parlais, tellement je suis, comme diraient les Québécois, je suis tombé en amour avec cette œuvre. On retrouve Bagley au dessin, je fais que le conseiller à ceux qui aimeraient commencer Spider-Man. Madame Néophyte a commencé à le lire, c'est vous dire les connaissances qu'il faut pour se lancer là-dedans, elles sont nulles. Donc vraiment, oui, totalement, vous pouvez vous lancer là-dedans. Venom, tu l'as dit, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances. Forcément, un petit peu plus que dans l'histoire d'une vie qui est vraiment designée pour. Mais je suis plutôt d'accord avec les références que tu as fait et je peux que vous encourager à vous lancer là-dedans, effectivement. Bah, je te remercie du coup, Néo, d'avoir de confirmer, ça me fait plaisir. Très content de t'avoir accueilli sur cette chaîne. Au plaisir de te revoir peut-être pour le tome 2 d'Ultimate Spider-Man. Avec plaisir, le rendez-vous est fixé. Eh ben, c'est parfait. Je te dis à très très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à celle du poteau, le néophyte des comics. Merci. Avec grand plaisir, je vous mets le lien de sa chaîne en description sous la vidéo. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao!